Il est 18h à Paris, 16h en temps universel et tout de suite le journal en français facile avec Sophie Pouzrat. Bonjour Sophie. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes et à tous. Et à la une de cette nouvelle édition, cet échange de prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Ils sont 26 en tout libérés par Moscou et parmi eux, il y a le journaliste américain Evan Gershkovich. La réponse du Hezbollah après la mort de son commandant militaire Fouad Shokor dans une frappe israélienne. Le secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, promet une riposte inévitable à l'État hébreu. À la une également, ce jeudi 1er août, c'est le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles de la planète pour l'année. Et ça arrive plus tôt que l'an dernier. On en reparle tout à l'heure dans ce journal. Et puis nous irons sur les terrains de basket pour les Jeux Olympiques. À Lille, l'équipe de France féminine affronte le Nigeria. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le journal en français facile. La Russie a libéré 26 prisonniers. Ça s'est passé en Turquie, à Ankara. Un échange de prisonniers a eu lieu entre Moscou et plusieurs pays occidentaux. Et parmi les personnes libérées par le Kremlin, il y a le journaliste américain Evan Gershkovich. Le reporter avait été arrêté le 30 mars 2023 en Russie, en plein reportage sur l'économie de guerre, et ensuite condamné pour espionnage. Son seul espoir de libération reposait donc sur un échange de prisonniers. Abla Jounaidi. Le 19 juillet dernier, Evan Gershkovich écopait d'une peine de 16 ans de prison à l'issue d'un procès éclair qualifié de farce par ses proches et les organisations des droits de l'homme. Les enquêteurs du FSB l'accusaient d'espionnage après ses reportages dans l'Oural où se concentrent des usines d'armement. Des accusations d'espionnage pour le compte de la CIA, taxées d'absurde par son employeur, le Wall Street Journal. L'arrestation d'un journaliste étranger, installé depuis 2007 et muni d'une accréditation en bonne et due forme, a choqué les confrères qui découvrent que plus personne n'est à l'abri en Russie. Cette première détention d'un journaliste occidental pour espionnage depuis la fin de la guerre froide est très vite exploitée par le Kremlin. Les autorités russes affichent rapidement leur intention d'utiliser le journaliste comme monnaie d'échange avec les États-Unis. Vladimir Poutine avait ainsi suggéré de l'échanger contre Vadim Kraskikov, un ressortissant russe incarcéré en Allemagne pour assassinat. Depuis, les négociations s'étaient poursuivies dans l'ombre entre Washington et Moscou. Alors qu'il est détenu dans la sinistre prison de Lefortovo, le Wall Street Journal n'a cessé de rappeler son cas et d'exiger sa libération. Les précisions d'Abla Jounaidi. Parmi les prisonniers échangés, il y a aussi l'ancien soldat américain Paul Whelan, lui aussi accusé d'espionnage par Moscou. L'ONG Reporters sans frontières a réagi à ces libérations et se dit immensément soulagée. De son côté, Washington évoque un échange de prisonniers historique et Berlin appelle Moscou à libérer tous les autres prisonniers politiques. Après la frappe israélienne qui a tué un commandant militaire du Hezbollah, Fouad Shokor, ce mardi à Beyrouth, au Liban, le secrétaire général du parti chiite allié du Hamas, Hassan Nasrallah, a réagi. Il a pris la parole ce jeudi, dans l'après-midi. Il promet de répondre à l'assassinat de son commandant. Il affirme qu'Israël a franchi des lignes rouges et doit s'attendre à, je cite, une riposte inéluctable de la part du Hezbollah, c'est-à-dire une riposte qu'on ne peut pas éviter. En parallèle, Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas, sera enterré ce vendredi à Doha, au Qatar, où il vivait en exil, après ses funérailles en Iran. Un deuil national de 3 jours a d'ailleurs été décrété dans le pays. Son assassinat n'est toujours pas revendiqué par Israël, mais ce jeudi matin, l'État hébreu indique, sur la base de renseignements militaires, que Mohamed Deif, le chef de la branche armée du Hamas à Gaza, est bien mort dans un bombardement massif israélien le mois dernier. Correspondance de Michel Paul à Jérusalem. C'est sous forme de communiqué et après 2 semaines et demie d'incertitude sur son sort que l'armée israélienne et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure, confirme la mort de Mohamed Deif, chef d'état-major du Hamas à Gaza, architecte des tunnels de l'enclave palestinienne. C'est lui qui, selon le communiqué, a initié, planifié et exécuté l'attaque du 7 octobre dernier. Toujours selon ce texte, Mohamed Deif opérait aux côtés de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, et transmettait les ordres aux membres supérieurs de la branche armée du Hamas. Le 13 juillet, l'aviation israélienne avait lourdement bombardé le site à Khan Younes où se trouvait, selon Israël, Mohamed Deif.
Le Hamas avait alors nié la mort du chef de guerre palestinien et avait affirmé que le bombardement avait provoqué la mort de dizaines de civils palestiniens. Cette annonce intervient au lendemain de l'élimination du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, en plein cœur de Téhéran, une frappe qui n'a pas été revendiquée par Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Dans l'actualité également, au Nigeria, 19 personnes ont été tuées par l'explosion d'une bombe dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, mercredi soir. L'information n'a été révélée que ce jeudi, dans la matinée, et aucun groupe n'a revendiqué l'attaque pour l'instant. En parallèle, des rassemblements contre la hausse du coût de la vie et contre le pouvoir en place étaient organisés à Lagos et dans la capitale, Abuja, ce jeudi. À Kano, dans le nord du pays, la police a même utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. RFI, il est 18h06 à Paris. Nous sommes le jeudi 1er août et on atteint déjà le jour de dépassement, un jour plus tôt que l'an dernier, selon le calcul de l'organisme Global Footprint Network. Bonjour Paul Ingles. Bonjour. Le jour de dépassement, c'est le jour où on considère que l'humanité a utilisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut nous offrir dans l'année. Oui, la demande de l'humanité en ressources naturelles équivaut à 1,7 fois la capacité de la planète à les régénérer en une année. Alors évidemment, on va continuer à utiliser les ressources au cours des 5 mois qui restent en 2024. Mais explique le Global Footprint Network, on va puiser dans le capital naturel. C'est un peu comme si l'on dépensait plus que ce que l'on gagnait et que l'on prenait dans notre bas de laine, dans notre épargne. Mais cela revient concrètement à surexploiter la planète. Cela se traduit par de la déforestation, de l'érosion des sols, une perte de biodiversité et une concentration accrue de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le calcul de ce jour du dépassement est parfois contesté. Il présente des limites scientifiques aux yeux de ses détracteurs. Mais cette date, c'est notamment un outil de communication pour alerter chaque année. Il permet au moins de mettre en lumière un accroissement de l'exploitation des ressources. Et si lors des 15 dernières années, la date n'a pas énormément varié, au début des années 1970, le dépassement ne survenait que fin décembre. Au-delà du constat, le Global Footprint Network, je vais y arriver, évalue le nombre de jours que pourrait faire gagner une 60aine de mesures. Merci beaucoup, Paul Ingles. Les Jeux Olympiques de Paris se poursuivent ce jeudi avec une déception pour le camp français en athlétisme. Kevin Mayer, le double champion du monde de décathlon, déclare forfait, c'est-à-dire qu'il renonce à participer à l'épreuve de décathlon des JO à cause d'une blessure à la jambe. Hier, la journée a été marquée par la double victoire du prodige français Léon Marchand en natation sur le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse. Il en est donc à 3 médailles d'or. Ce jeudi, dans la soirée, il va participer aux demi-finales du 200 mètres 4 nages avec l'objectif de se qualifier pour la finale qui aura lieu ce vendredi et de remporter peut-être une nouvelle médaille. Aux Jeux Olympiques, il y a aussi du basket chez les femmes. La France affronte le Nigeria en ce moment. Victor Misistrano, vous êtes à Lille, dans le nord de la France, et vous suivez la rencontre. Tout à fait, Sophie. C'est la mi-temps ici à Pierre-Mauroy. 2 minutes. Dans 2 minutes, le jeu va reprendre. Les joueuses terminent leur échauffement. La France qui mène de 7 points, 38-31. Les Bleus ont rapidement pris le match en main. On a cru que le rouleau compresseur allait se mettre en marche. Mais les Nigérianes, coupables d'abord de gros errements défensifs, se sont ajustées pour revenir dans la partie et stabiliser cet écart dans le sillage de leur meneuse de jeu, Ezine Kalou, du haut de son 1m73. Elle montre vraiment une intensité folle en défense, impressionnante de détermination. Les Tigers qui ont un peu de mal à mettre leur jeu en place face à des Françaises qui semblent légèrement supérieures pour l'instant. Mais rien n'est fait, donc 38-31. Je rappelle que l'équipe qui s'impose va obtenir son ticket pour les quarts de finale de ces JO. Merci beaucoup Victor Misistrano. Vous étiez en direct de Lille, dans le nord de la France, pour suivre cette rencontre, ce match de basket féminin entre la France et le Nigeria. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté. Rendez-vous demain à 16h en temps universel pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez réécouter ce journal mais aussi le relire sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Et tout de suite, on part au Club France avec Hugo Moissonnier.